Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, à la une de l'actualité vers un possible report des élections provinciales en République démocratique du Congo. En cause, la présence de nombreux doublons sur les listes électorales. Réaction mitigée après l'annonce de la tenue d'un référendum constitutionnel au Congo-Brazzaville. La majorité politique se veut rassurante. Et puis journée économique sur le secteur des transports maritimes au Cameroun. Elle s'est tenue ce vendredi 25 septembre à l'ambassade du Cameroun à Paris. En République démocratique du Congo, des centaines de doublons ont été identifiés sur les listes des candidats aux prochaines élections provinciales. Un constat frauduleux qui devrait déboucher sur un réaménagement du calendrier électoral. Encore faut-il parvenir à un consensus entre les partis politiques et la société civile. Explication avec Arwa Barkala. Incertitude autour du calendrier électoral en République démocratique du Congo, alors qu'elle devait présenter la liste définitive des candidats aux élections provinciales ce 24 septembre. La Commission électorale nationale indépendante a, ce mercredi 23 septembre, rendu publiques les listes d'une centaine de candidats déclarés irrecevables. À l'origine de cette invalidation, des cas de doublons. Dès que nous avons eu les dossiers physiques des candidats dans les coins et recoins de la République, nous avons découvert une autre catégorie de doublons qui invalide soit la liste de ce candidat-là, soit le candidat indépendant ou des partis qui ont commis cette infraction. Les candidats radiés peuvent contester l'invalidation de leur dossier devant les tribunaux et selon le rapporteur de la CENI Jean-Pierre Kalamba, la liste définitive électorale ne sera publiée qu'à la fin de la période du traitement des contentieux. Pour les observateurs, ces délais présagent un possible report des élections provinciales. Difficile de prédire ce qui pourrait se passer en RDC en cas de report, d'autant que les anti-Kabila souhaitent qu'on aille vite aux élections et donc les détracteurs des Kabila estiment que son bilan est mince et donc il faut absolument qu'il s'en aille. Et comme la Constitution ne l'autorise pas à se présenter en 2016, il est temps, disent-ils, qu'il fasse ses valises pour partir de la présidence. En juin 2015, la CENI avait déjà invalidé 700 doublons de candidature aux élections provinciales. Les élections provinciales sont prévues pour le 15 octobre 2015. Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, le débat politique bat son plein après l'annonce d'un référendum constitutionnel. L'opposition parle de coup d'État constitutionnel. Pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur la question, une conférence de presse a été organisée ce vendredi 25 septembre à Brazzaville. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'annonce faite par le président congolais d'organiser les référendums constitutionnels, c'est l'objet de la conférence des presses organisée ce vendredi 25 septembre à Brazzaville par Thierry Mungala, ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement. L'organisation d'un référendum est diversement appréciée au sein de la classe politique congolaise. L'opposition notamment dénonce un coup de force du pouvoir pour un nouveau mandat. Au sein de la majorité présidentielle, on insiste sur le droit du peuple à se prononcer en faveur ou non d'une nouvelle constitution. Je crois qu'une condamnation internationale, on peut bien admettre que des amis bien intentionnés condamnent, mais condamnent quoi? Le fait que le président demande à son peuple son avis? Le Congo est indépendant depuis 55 ans. Je crois qu'il faut que certains acteurs politiques, certains partis politiques étrangers aient conscience que 55 ans d'indépendance, c'est quelque chose qui est de 2 ou 3 générations et s'habitue à savoir que le peuple congolais est mature. Pour le ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement congolais, modifier la Constitution est un impératif car en 2002, celle-ci a été conçue dans un contexte bien particulier. La Constitution de 2002 dont nous parlons, c'est une constitution qui, historiquement, arrive à un moment où l'État est détruit, l'économie nationale est en déshérence, l'administration, la force publique, l'armée, tout cela n'existe plus dans le pays. La décision du président congolais d'organiser les référendums a été prise après le dialogue organisé en 2015 avec de nombreuses composantes de la classe politique. Une frange de l'opposition n'avait pas participé à ces dialogues. Pour l'heure, la date de la tenue du référendum n'a pas encore été définie.
La politique reprend ses droits au Burkina Faso. Le gouvernement de transition au grand complet s'est réuni ce vendredi autour du président Michel Kafondo et de son premier ministre Isaac Zida. Il s'agit du premier conseil de ministres depuis le coup d'État et il était notamment question de réfléchir sur les voies et moyens de remettre en route la transition avec en perspective l'élaboration d'un nouveau calendrier électoral. Rencontre entre rebelles et groupes armés pro-gouvernementaux à Bamako. À l'issue de 2 jours de dialogue dans la capitale malienne, les 2 parties s'engagent à respecter le cessez-le-feu. Iparatindjaï. La coordination des mouvements de la Zawad a rencontré une délégation des groupes d'autodéfense loyalistes à Bamako. Les groupes armés se sont engagés à respecter l'accord de paix d'Alger à l'issue de cette rencontre de 48 heures qui s'est terminée ce jeudi 24 septembre. Ils se sont par ailleurs engagés à tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements, répondant ainsi à l'appel du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. En réalité, cette rencontre de la CMA, des coordinations des mouvements armés, c'était pour participer à la veille de la fête de l'indépendance, à cette restructuration, à ce léger réaménagement du gouvernement qui était prévu pour le 24, qui a été d'ailleurs fait. Mais le président de la République a quand même rassuré par rapport à l'accord et à la mise en œuvre de l'accord, à laisser que les partenaires travaillent sur le terrain et que chacun s'engage à ce que l'accord qui a été signé le 15 mai et le 20 juin soit une réalité sur le terrain pour que l'application politique suive. Pour les analystes, ce nouvel engagement des rebelles à respecter le cessez-le-feu est certes une bonne nouvelle, mais qui devra être suivi d'actes concrets afin de garantir une paix définitive. Ça reste une promesse des groupes armés qui sont impliqués là-dedans, mais une promesse seule ne suffit pas. Il faut aussi l'application de la feuille de la route sous la haute bienveillance des parties signataires de la communauté internationale qui a apposé. Il faut que les structures de mise en œuvre, d'accompagnement et d'interface se mettent en place dans les villes occupées et que les groupes armés soient cantonnés et désarmés. Qu'il y ait, la loi, elle soit la même de Kidal à Kaï, qu'il y ait possibilité à aucun groupe de détenir une arme, si ce n'est l'armée malienne, sur le terrain. Rappelons que la coordination des mouvements de la Zawad avait limité sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger signé par le mouvement malien et la CMA le 20 juin 2015 à Bamako. À noter que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a procédé ce jeudi à un remaniement ministériel, un remaniement marqué par le départ des ministres de la Sécurité et de la Justice. La nouvelle équipe est composée de 31 ministres contre 29 dans l'équipe précédente. Dans le reste de l'actualité, après le bilan du plan objectif du millénaire pour le développement de 2000-2015, place aux ambitions pour les années 2015-2030. 17 nouveaux objectifs de développement durable ont été adoptés ce vendredi lors du sommet de l'ONU à New York. Plusieurs chefs d'État africains y participent, dont notamment le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui lors de son discours devant l'Assemblée des Nations Unies a déclaré que les efforts déployés depuis l'adoption de la déclaration du millénaire ont permis à son pays d'atteindre la cible relative à la lutte contre la malnutrition et la faim. Comment se porte le secteur des transports maritimes au Cameroun? La question était au centre d'une journée économique ce vendredi 25 septembre à Paris, une initiative qui visait à dévoiler le potentiel en la matière de l'Afrique en miniature. Reportage de Paul de Singwe. L'initiative est menée dans le but de promouvoir l'activité maritime au Cameroun. Ce vendredi 25 septembre, le Conseil national des chargeurs du Cameroun a organisé une journée économique à Paris sur le secteur du transport maritime camerounais. Une occasion pour les autorités du pays de mettre en avant les potentialités dont dispose le Cameroun dans ce secteur. Le potentiel dont regorge le Cameroun dans le domaine maritime est immense et extrêmement prometteur. Ce potentiel repose d'abord sur la position géographique stratégique du Cameroun au cœur du golfe de Guinée. Le Cameroun est en effet par excellence le carrefour des échanges vers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et les ports camerounais sont en interaction permanente avec de nombreux ports de la sous-région. Le port de Douala se présente actuellement comme étant le port le plus actif sur le plan opérationnel au Cameroun, mais le paysage maritime portuaire camerounais s'enrichit de nouveaux ports, à travers notamment la construction du complexe industriel portuaire de Kribi,
dont la première phase est achevée à date et dont l'opérationnalisation est imminente. Malgré un contexte économique mondial morose, marqué par la chute des coûts de certaines matières premières, l'activité économique portuaire au Cameroun a plutôt bien résisté à la crise économique mondiale, notamment dans le secteur des transports maritimes, où elle a atteint en 2013 la barre des 10 millions de tonnes. Un exploit rendu possible grâce à la création en 1999 d'un guichet unique au port de Douala. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les délais ont été sensiblement réduits, les procédures sont dématérialisées et ceux qui s'engagent dans les procédures en respectant la réglementation réalisent aujourd'hui des prouesses grâce au guichet unique. Donc je pense que cela mérite d'être porté à la connaissance de tous les opérateurs. Avec plus de 10 millions de tonnes par an, soit 99,8% du trafic total, le port de Douala domine l'activité portuaire au Cameroun. Un trafic de plus en plus croissant certes, mais qui engorge depuis quelques mois le port de Douala. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.